Vous avez marqué président des riches confirmé. Le gars, il a vu ça, il sait pas de quoi il s'agit, mais pour lui, c'est bon. Et là, c'est vrai que bon, ça fait des dégâts. Le 49.3, alors bon, je serais à la place du gouvernement, j'avais pas tellement d'autres solutions. La panique sanitaire donne une belle occasion pour le dégainer sans que ça se voit trop. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que s'il ne se passait rien sur les marchés au niveau sanitaire. Ému par le 49.3, ou alors vous considérez que c'est un outil démocratique comme un autre, et que face à un blocage patent, très bien. Non, je pense que le 5 minutes pour conclure. Le 49.3 est aussi décevant que l'obstruction systématique. Deux choses que je trouve plutôt positives, mais comment dirais-je, la conclusion de l'obstruction et du 49.3 est une conclusion pathétique sur l'image de notre démocratie, de nos institutions, de notre capacité à avancer ensemble. Enfin, c'est un échec total et collectif. En revanche, la manière dont le 49.3 est en train d'être expliqué depuis ce matin, avec l'explication de tout ce qui a été rajouté dans le texte, qui n'était pas présent dans le texte initial, c'est en quelque sorte une manière de dire on n'a pas pu avoir le débat, mais on a essayé de le faire en chambre close en prenant les amendements. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis de toute façon, et ça c'est un rendez-vous fondamental, et j'espère que collectivement on fera que ce rendez-vous soit réussi. Il y a une séquence institutionnelle parlementaire qui est importante, qui va venir, c'est le Sénat, où j'espère que les sénateurs ne joueront pas l'obstruction. En tous les cas, il ne pourrait pas y avoir de 49.3 au Sénat. Et cette séquence-là, je crois qu'on en a fondamentalement besoin. Il est temps de faire redescendre un peu la pression et redonner confiance dans le fait que nos institutions servent à quelque chose. Quand elles ne servent à rien, c'est dans la rue que ça se joue. Et c'est un mot là-dessus, Xavier Timbaud ou Stéphane Van Nuffel sur le 49.3. Je vais me faire des amis, mais je ne suis pas d'accord avec Léonidas. Je ne suis absolument pas choqué par l'existence d'un article qui a été quand même réfléchi dès le départ. Il est démocratique. Pour justement éviter qu'on ait 40 000 amendements déposés, juste pour bloquer en fait le travail d'une majorité qui a été élue avec un programme et qui a donc pour moi déjà légitimité. Donc on n'a pas besoin que deux personnes, pour des raisons de mécanisme pur. Alors là, je suis absolument pas d'accord avec Léonidas. Le 49.3, il sert justement, c'est un outil de démocratie absolue pour éviter que des politiciennes qui veulent bloquer le truc empêchent un gouvernement de gouverner. Un gouvernement qui n'est pas arrivé par hasard, un gouvernement qui a été élu. Donc là, pardon Léonidas, le reste je suis d'accord, mais là-dessus, alors après, est-ce qu'on a utilisé le bon moment pour le passer? Ça, on peut en discuter évidemment. Dans l'actualité, ça crève les yeux, quoi. Et alors, c'est pas sur ce sujet-là, comme le gouvernement de M. Valls à l'époque, etc. Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand l'opposition fait pas son travail d'opposition constructive, le gouvernement doit gouverner. Xavier ça, c'est la démocratie. Par rapport à ça, par rapport à ça, je pense que malgré tout, on peut quand même être un peu critique sur le fonctionnement de nos institutions, à la fois le Parlement, la façon dont le gouvernement a travaillé avec les partenaires sociaux, la façon dont l'information a été produite, les fameuses études d'impact sur le régime de retraite et sur la réforme du régime de retraite. Les 1029 pages, là les 1029 pages, mais qui en même temps avaient un contenu informationnel, enfin vous avez aussi beaucoup fait là-dessus, oui. Mais un contenu informationnel pour le moins critiquable. Oui. Et je pense qu'au fond, après, dans le suivi des règles constitutionnelles et donc de la procédure démocratique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On est effectivement dans le cadre, c'est des outils qui sont prévus et pour des bonnes raisons. Mais si on prend un tout petit peu de recul et qu'on se dit dans la façon dont la démocratie doit être vivante et dont la façon dont le débat doit permettre d'imposer aux gens un certain nombre de réformes en leur faisant comprendre que effectivement c'est plus raisonnable de faire comme ça qu'autrement, là, au final, dans cette réforme des retraites, comme dans d'autres, mais dans cette réforme des retraites en particulier, c'est quand même pas le sentiment qui va en ressortir. Et ça, c'est embêtant parce que c'est des accros à la démocratie qui finissent par la dénigrer, la rendre moins attractive, alimenter... Et donc ça se fait ailleurs, oui. L'idée qu'elle n'est pas efficace, qu'elle n'est pas pertinente, et ça alimente tout un tas de choses pardonnez-moi, Xavier, qui sont tout à fait je suis assez d'accord globalement sur ce conclusion que vous faites à la fois sur l'analyse économique et sur les retraites. Il y a un manque de politique de ce gouvernement. Il y a une difficulté à faire de la politique. Et je sais plus qui disait qu'il n'y avait pas de sens politique. Mais il n'y a pas de sens. C'est ça, à donner du sens, à montrer où on va, à l'expliquer, à entraîner. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je critique le 49.3, c'est principalement parce qu'il n'y a pas eu la capacité à mettre
des gens pour la défendre, cette réforme. Elle est devenue tellement incompréhensible. C'est pas la faute du 49. Non, j'entends bien. Mais elle est devenue tellement incompréhensible. Pour laquelle on en est arrivé là, je partage votre avis tous les deux. Elle est devenue tellement incompréhensible qu'il n'y a même pas des gens pour venir dire heureusement qu'il y a ceci, cela. Et ça, c'est un défaut de politique. Et voilà, la difficulté à faire donner du sens, c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui gagneraient à être mises en exergue. 200 amendements ont été intégrés au texte avant 49.3. C'est un peu l'argument du gouvernement pour dire que c'est pas le texte initial qu'on imposerait comme ça de manière scratch. Voilà, donc il y a des éléments sur les mères de famille, il y a des éléments sur les pensions de réversion. Il y a ce qu'on avait appelé l'article BlackRock, même si BlackRock n'est pas un fonds de pension, qui a été supprimé, qui prévoyait des avantages fiscaux au dispositif d'épargne retraite. Donc voilà, ça va se passer en première lecture cette semaine, ça devrait passer en 49.3. On ira au Sénat fin avril, début mai. Oui, Xavier, un mot, mais là on a fini. Politiquement, il y a quand même une petite question, parce que, il y a la question de savoir, est-ce que c'est vraiment l'obstruction de l'opposition qui a plus fait peur au gouvernement, ou est-ce que c'est des failles qui apparaissent dans la majorité parlementaire? Et là, en matière de sens politique, je ne suis pas sûr que les conséquences du 49.3 soient vraiment vis-à-vis des partenaires sociaux ou de l'opposition, mais elles soient à l'intérieur de la République En Marche. Vous voyez, il se prépare une série d'échecs électoraux. Ils voteront la motion de censure, donc, s'il y a une faille. Non, il y en a deux déposés. On a fini. On n'est pas. On verra si ça devient une ligne rouge de la CFDT. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, merci d'avoir été là, Léonidas Calogero.